Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, roulement de tambour. Je suis avec une personne qui n'est pas passée une fois, ni deux fois, mais c'est la troisième fois que je l'invite sur le podcast et sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment en fait la seule personne que j'ai invitée en réalité trois fois. Cette personne, c'est Cédric Watine, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment un ponte du management. C'est son dada, c'est ce qu'il adore, c'est ce qui le fait vibrer. Il est à l'origine du podcast que vous connaissez peut-être qui s'appelle Outils du manager et je vous invite d'ailleurs vraiment à l'écouter si jamais vous ne l'avez pas fait. Dans cet épisode, on a parlé d'un thème qui nous tient à cœur tous les deux, à savoir l'antifragilité. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Eh bien, l'antifragilité, c'est un thème qui a été imaginé par un philosophe libanais d'origine qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, absolument brillant. Je vous invite vraiment à aller étudier son parcours. Bref, Nassim Nicolas Taleb a étudié ce concept, l'a même créé et a voulu ensuite l'adapter au monde du travail, a voulu en fait tout simplement le rendre applicable pour nous. Bref, j'ai trouvé que cet épisode était absolument passionnant. Je vous invite aussi à découvrir toute l'œuvre de Nassim Nicolas Taleb. J'en parlerai certainement dans un de mes book clubs à venir, mais en attendant, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cédric Watine. Salut Cédric. Salut Pauline. Bon, on te présente plus Cédric sur le podcast là maintenant, c'est fini Ah là. bah ouais, là, je sais pas ce qui se passe, ça fait Tu trois sais fois que que, je viens. tu sais que Cédric, je ne sais pas si tu es au courant, tu es la seule personne de à part moi du coup, qui est passé autant de temps sur mon podcast. Donc la troisième fois, ça commence à être non plus un rendez-vous mais une habitude. Ah ouais, et une habitude super plaisante. En tout cas, je te remercie vraiment pour l'invitation. J'aime beaucoup, de toute façon, l'esprit du podcast, j'adore. Et donc, voilà, quand tu veux, je reviens. Mais Eh voilà, une bah, troisième fois, écoute. en effet. Merci pour Plaisir ça. partagé, plaisir partagé. Bon, blague à part Cédric, tu sais que je fais toujours ma petite introduction, donc j'ai parlé de toi en intro. Ouais. Néanmoins, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu t'intéresses depuis un certain temps maintenant au concept d'antifragilité. Ouais. Et avant toute chose, avant de parler d'antifragilité, que tu me décrives ce que ça veut dire et que tu me parles de tout ça, j'aimerais que tu m'expliques comment tu es tombé sur le concept d'antifragilité. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es intéressé à ce sujet et comment? Alors, la manière dont ça s'est passé, c'est vraiment une révélation. Une révélation, c'est quand tu sais déjà quelque chose, quand tu sens déjà quelque chose, quand tu agis déjà d'une certaine manière, et que en découvrant une théorie ou en découvrant un éclairage différent, tu as l'impression qu'on lève le voile sur quelque chose que tu savais déjà. Hmm. Souvent, on se dit, j'ai lu ce bouquin et waouh, j'ai eu un flash, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et C'est quand on une a cette confirmation de impression, ce que tu sais, quoi. voilà, c'est ça. Et en réalité, c'est rarement une découverte totale. C'est juste un éclairage de ce que tu pressentais déjà ou ce sur quoi tu avais une intuition. Et tout d'un coup, on te met un mot sur ce que tu faisais en fait sans le savoir. Et moi, ma révélation, c'est l'antifragilité. Et j'ai eu cette révélation quand j'ai lu le bouquin de Nassim Nassim. Taleb, Nassim Nicolas Taleb, Ouais. qui a écrit un livre du même nom, Antifragile. Et donc, quand j'ai lu ce truc-là, bon, d'abord, c'est un gros pavé, hein, donc on va pas, si on parle d'antifragilité, on va pas détailler tout ce qu'il va nous dire, Nassim Taleb, parce que c'est ultra riche. Par contre, je me suis rendu compte que il mettait, quand je lisais sa théorie et les exemples qu'il donnait, qui sont pas forcément des exemples liés à l'entreprise, au management, etc., c'est beaucoup plus large, l'antifragilité, mais ça mettait un mot sur des pratiques que j'avais déjà depuis longtemps, mais Hmm. pour lequel j'avais pas de mots. Tu vois, moi j'aurais dit de la souplesse ou laisser sa place à l'humain dans l'entreprise, ou tu vois, des choses comme ça. Et quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et par exemple, moi, ça fait longtemps que je le dis sur le podcast et quand j'interviens en conférence, moi, j'ai toujours eu un problème avec la vision d'entreprise. Tu vois, en ce moment, on nous dit beaucoup, il faut avoir une vision pour ton entreprise, patati patata. Et moi, dans ma pratique de chef d'entreprise, j'ai toujours un problème avec ça. C'est que j'ai beaucoup de mal. Alors maintenant, je me suis soigné, maintenant je vois à peu près comment on peut avoir une vision qui soit néanmoins antifragile. Mais le problème, par exemple, de la vision, c'est que ça prédétermine tellement de choses pour ton entreprise que le risque, c'est que tu perdes ton agilité d'entreprise, Hmm. tu vois. Voilà. Et donc, il y a eu tout un tas de révélations que j'ai eues que j'ai eu en lisant ce bouquin, et je me suis dit, OK, c'est quoi les modèles mentaux qui sont remis en question par l'antifragilité?
qu'on a en tant que chef d'entreprise ou manager, et c'est quoi les switches mentaux, c'est-à-dire les évolutions qu'on va devoir faire si on veut adopter ce modèle antifragile. Et donc, voilà, je suis assez passionné par ça en ce Bah, moment, ça parce se qu'en fait, sent. c'est une modélisation de ce que je faisais déjà et ce dont je parlais déjà lorsque j'aidais des entrepreneurs ou des managers à avoir un meilleur système. Puisque tu sais Alors, que moi, mon principe, c'est le management, c'est pas être doux avec les gens, c'est avoir le bon système. Et le système antifragile, aujourd'hui, par rapport au marché, au monde tel qu'il est en train d'évoluer, je suis persuadé que c'est le bon système. Alors, deux petites choses avant qu'on rentre plus dans le détail et que tu m'expliques ce que c'est que l'antifragilité. Déjà, pour ton info, j'ai hésité à un moment donné à mettre au book club, parce que j'ai un book club de mon podcast, le livre de Nassim Nicolas Taleb. Et comme tu l'as dit assez justement, c'est quand même un méga pavé. Ouais. Assez quand même lourd à lire, enfin je veux dire c'est très brillant, c'est très virtuose au niveau de l'écriture, mais c'est quand même pas évident. Donc là pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à le lire si jamais vous avez apprécié l'épisode avec Cédric, mais sachez quand même que c'est de la philo quoi, on peut le dire, Ouais, et ouais, ouais. donc c'est pas évident. Et d'autre part, je crois que je te l'avais dit en off, je suis sur le coup, figure-toi, pour avoir Nassim Nicolas Taleb sur le podcast, ce qui serait quand Top. même un grand moment parce qu'il fait très peu d'interviews, Ouais. et la Libanese connection de mon mari fait que je vais peut-être Ah, réussir à l'avoir. trop forte. Alors là, je vais te dire. Alors, moi j'ai fait un épisode sur Antifragile et j'ai mis sa tête, mais en fait, c'est moi qui parle. Je me suis déguisé en Nassim. Non, non, c'est pas vrai. Mais effectivement, si tu peux l'avoir, alors là, Je ce te serait ferai une top. dédicace, Cédric. Ah ouais, je serais trop Euh, content. Et puis, Bon, voilà, donc alors, voilà, petit détail juste fun que je voulais te raconter. Mais maintenant, rentrons plus dans le détail. Donc, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le concept, tu pourrais déjà commencer assez simplement par m'expliquer ce que c'est que l'antifragilité? oui. Alors, en général, quand j'explique le concept, je pose une question. Je demande aux gens, c'est quoi? Et donc, je vous invite à formuler mentalement une réponse à cette question. C'est quoi l'inverse de fragile? Et en général, si je te demande c'est quoi le contraire de fragile, tu vas me répondre solide, robuste, etc. Costaud, etc., etc. Et c'est vrai que si on prend une espèce de curseur, si on met l'antifragilité complètement à gauche, la robustesse, forcément, est plus vers la droite. Mais je ne la mettrai pas à l'autre extrême, je la mettrai au milieu. Et plus loin que la robustesse, je mettrais l'antifragilité qui serait vraiment l'exact opposé de la fragilité. Maintenant, si on regarde les définitions, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est fragile? Quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui est détruit par les crises ou qui est détruit par les chocs. Par exemple, je prends là, je sais que des gens nous écoutent, mais d'autres nous voient, je prends mes lunettes dans la main. Si je les fais tomber, je vais me rendre compte qu'elles sont fragiles parce qu'elles vont être détruites par le choc. Maintenant, je prends ce qui me permet de mettre mon étui à lunettes qui est en plastique dur. Si je lui fais faire le même traitement, eh bien, effectivement, il ne sera pas détruit par le choc parce qu'il est solide. Par contre, il ne sera pas non plus altéré par le choc. C'est-à-dire qu'il va ressortir de ce choc exactement dans l'état initial. Ce qui serait vraiment antifragile, ça serait qu'il soit renforcé par le choc. Donc, l'opposé de fragile, c'est antifragile. Et antifragile, c'est ce qui est renforcé par les chocs. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi on a... Et je vais donner un exemple. On va se rendre compte qu'en général, ce qui est antifragile, ce sont plutôt des choses qui sont du domaine du vivant. Donc, je vais prendre deux exemples. Tu vas à la salle de sport et puis tu soulèves des poids. Le principe d'aller dans une salle de sport, c'est de devenir plus puissant, en tout cas de devenir plus résistant. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on soumet nos muscles à un choc. Pas un choc monstrueux qui les détruirait, mais à un choc suffisant pour que le muscle ait une stimulation et qu'il ait le temps de s'adapter jusqu'à la prochaine séance. C'est le principe de l'adaptation du corps. Un autre exemple pour ceux qui n'aiment pas aller à la salle, tu es en hiver, tu passes tout ton temps à l'intérieur de la maison. Si au moment de l'été, tu sors et que tu restes une journée en plein soleil, tu vas te rendre compte que pendant l'hiver, tu es devenu extrêmement fragile. C'est-à-dire que ton corps ne se sera pas adapté
à l'évolution du climat, et donc ta peau sera détruite par le soleil, ça s'appelle un coup de soleil, une insolation, etc. En revanche, si tu te dis, bah non, ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je vais sortir de chez moi, eh bien, petit à petit, ta peau va s'adapter, et le jour où ce sera le plein soleil, eh bien, elle se sera adaptée à l'environnement qui a évolué. Voilà pour le concept, voilà pour la définition de l'antifragilité. Et je me permets de t'interrompre pour dire la puissance en fait de ce concept quand même est assez folle parce que quand on réfléchit au monde actuel, et alors là on sort un peu du management, mais à ce principe de précaution qui aujourd'hui est très important dans le monde politique et au niveau de nos sociétés. Mais en fait, tu te rends compte que en fait, c'est précisément, on est en train de cultiver la fragilité, quoi, d'une certaine manière, ou la robustesse. Et donc, Exact. c'est vrai que c'est très intéressant. On est en train, actuellement, de cultiver le mythe de la robustesse. Et le mythe de la robustesse, c'est que plus ton système est gros, plus il est solide, plus il saura résister aux crises. Et quelque part, c'est normal de raisonner comme ça. C'est comme ça qu'on raisonne depuis des années, voire depuis des dizaines d'années, voire des siècles. C'est-à-dire qu'on se dit, plus on aura des procédures très, très, très solides, plus, je dirais, on aura un système qui préserve les éléments fragiles, eh bien, plus ce système sera capable de résister aux crises. Sauf que quand on est dans la dynamique maintenant, on ne regarde plus, bah là j'ai un système fragile et là j'ai un système robuste. Quand on fait une dynamique, on se rend compte qu'en fait, un système robuste, c'est-à-dire un système qui est totalement hermétique au choc, totalement hermétique aux adaptations, qu'est-ce qu'il devient? Il devient fragile. Parce qu'un jour, il y a une crise auquel il n'aura pas eu le temps de s'adapter, et donc il sera fichu en l'air. Et donc, le raisonnement qui est de dire, bah en fait, finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des sociétés, les gens sont, par exemple, on pourrait se dire, un manager ou un dirigeant d'entreprise va se dire, bah voilà, moi je veux protéger même mes salariés, imaginons. Donc, il faut pas que, il faut qu'il soit isolé de l'extérieur, il faut qu'il soit protégé. Et donc finalement, je vais construire une très grosse entreprise, et cette très grosse entreprise va les protéger. Puis après, il va se rendre compte que finalement, ça ne fonctionne pas parce que l'entreprise est en danger, et en réalité, elle ne se sera pas adaptée. Et en général, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, quand il y avait ce genre de problème, on se disait, bon, il faut que j'élimine de mon entreprise les éléments les plus fragiles. Comment on gérait l'antifragilité jusqu'à Hmm. maintenant? Après, je vais venir et on va voir qu'en fait, ça ne marche plus. Mais d'une certaine manière, on se disait, en fait, j'ai une entreprise et finalement, les personnes dans mon entreprise qui seront les moins bons, les plus faibles, qui ne se seront pas adaptés, je vais les virer et puis je vais en embaucher d'autres. C'était un petit Hmm. peu, par exemple, ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas Nassim Taleb qui le dit, c'est moi. Je sais pas si tu avais lu, par exemple, un bouquin de Jack Welch qui s'appelle Ma vie de patron, qui était un Non, petit j'ai peu le pas vu. symbole du management, je dirais, c'est General Electric, faut être les meilleurs, faut faire la plus grosse entreprise possible, etc. Il avait une technique de management qui fonctionnait, disait-il. C'est voilà, dans une équipe, en fait, tu as une courbe de Gauss comme ça. Une courbe de Gauss, c'est une courbe en cloche. À gauche, j'ai mes inadaptés. Au milieu, j'ai les gens qui sont moyens, pas mal. Et à droite, j'ai mes Les super stars. performeurs. Tu Hmm. vois, donc je classe mes gars, je sais tout de suite, bon, ceux-là, c'est les bons, ceux-là, bon, moyen, on verra, et ceux-là, ils sont pas bons. Et donc, ce qu'il faisait, il avait institué ça en système. Il disait à ses directeurs, il disait, voilà, tu as 100 personnes, eh bien, je veux que chaque année, tu me supprimes de ton équipe les 20 ou 30% qui sont à gauche de la courbe de Gauss, c'est-à-dire qui sont mauvais. Et d'ailleurs, il se marrait, après c'est son humour, c'est pas le mien, mais il disait au début, c'est très simple. Hein, au début, bon, bah, les mauvais, tu les repères tout de suite. Mais l'année suivante, tu commences à virer des bons. Et il disait, c'est bien de virer des bons parce que ça tire le niveau vers le haut. Hmm. C'est comme ça que, quelque part, les grosses entreprises réussissent à faire une simili antifragilité. Sauf que aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. Déjà, on est dans un monde où il y a beaucoup plus de crises et il faut être flexible, etc. Ok. Mais on est aussi dans un monde où on a des pénuries, et entre autres des pénuries de main-d'œuvre. Je ne sais pas si tu as le même ressenti que moi, mais en ce moment, ce que j'entends beaucoup de la part des chefs d'entreprise, c'est j'arrive pas à recruter. Ouais, c'est Et donc, difficile. donc supprimer 30% des gens les moins bons si tu ne peux pas recruter,
bah, à la fin, tu te retrouves avec pas grand monde dans ton entreprise Bon, et et tu puis peux il y a un plus autre faire de croissance. problème, pas très poétiquement correct que je vais dire en France, mais Ah bah, virer en c'est France, clair. c'est pas comme virer aux États-Unis, hein. Enfin, Jack, Voilà, merci, voilà, mais. voilà. Et tout est complètement. Voilà. Pour moi, c'est une caricature, mais je l'ai quand même. Voilà. Juste pour dire que on va devoir faire un switch mental sur ça aussi. Hmm. D'accord. Alors maintenant, euh, euh, très rapidement, parce que je suis sûr que tu en parles à chaque fois avec tes interlocuteurs, le monde a changé. Si les gens doutaient que le monde changer. Aujourd'hui, c'est plus possible d'en douter, tant les secteurs qui sont touchés sont diversifiés. C'est-à-dire que en quelques années, on a eu quand même des crises, le Covid, les pénuries, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Et on sent bien que voilà, les vitesses d'évolution du monde sont telles qu'on ne peut pas rester sur les mêmes paradigmes et sur les mêmes modèles de management. Et moi, ce que je pense, c'est que switcher, changer nos modèles mentaux et de passer de nos anciens modèles mentaux aux nouveaux modèles mentaux, le bon switch, c'est de passer justement de cette notion de robustesse à cette notion d'antifragilité. Et quand on commence à regarder ça sous cet angle, on se rend compte qu'en fait, il va falloir remettre quand même beaucoup, beaucoup de choses en cause dans notre manière de voir les choses. Et ces remises en cause, elles sont multiples. Si tu veux, on peut en aborder quelques-unes. On n'aura pas le temps de tout aborder. Mais vraiment, ça veut dire, et si tu es d'accord, ce serait un petit peu mon idée aujourd'hui, c'est déjà de mettre dans la tête de ceux qui nous écoutent que euh, c'est plus la croissance forcenée qui va fonctionner et un certain nombre de choses sur lesquelles on s'était jamais remis en question. Là, il va falloir se remettre en question. Bah, ce que je te propose, Cédric, c'est effectivement qu'on parle de ces remises en question. Et puis après, comme tu sais, moi sur le podcast, et je sais que ça te tient aussi à cœur, j'aime bien le concret. Et donc, je veux bien qu'on parle d'antifragilité dans le monde de l'entreprise. Et tu m'as quand même teasé en début d'épisode en me disant, bah, moi, quand j'ai lu le bouquin de Nassim Nicolas Taleb, il y a 150 choses que je mettais en place moi-même où je me suis rendu compte que c'était de l'antifragilité. Donc ça sera ma deuxième question. Et je veux bien on parte en fait de ton expérience et de ce que tu as pu mettre en place, que tu estimes être antifragile, par exemple. Tout à fait. Et puis je suis sûr d'ailleurs qu'au fur et à mesure qu'on va parler de ça, il y a des gens qui nous écoutent qui vont se dire ah bah tiens c'est marrant, moi aussi je l'ai fait Hmm. sans m'en rendre compte parce que je me suis adapté et que j'étais obligé de le faire. Alors moi ce que je te propose c'est de parler de quelques paradigmes ou modèles mentaux qu'on a en tête et qui sont remis en question, puis te dire vers quoi il faut aller. Le premier dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la vision. On nous dit depuis un moment, ce qui est important, c'est d'avoir une vision pour votre entreprise. Et je dirais que je, je suis d'accord, a priori, je suis d'accord avec cette notion, sauf que je me dis toujours, attention, si c'est une vision qui est très précise, qui est imposée par la direction générale de l'entreprise, il y a un danger. Et le danger, c'est que on aura du mal, si notre vision est rendue impossible par le marché, à s'adapter suffisamment vite pour que notre société survive simplement. Et donc, juste ça, premier modèle mental, qui saute, pour moi, c'est celui de la vision. Et moi, je crois beaucoup plus au modèle de la culture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La vision, c'est une projection, c'est dire je voudrais devenir ceci. Une vision, c'est bien ça, c'est je regarde dans une direction, on y va. On pourrait appeler ça un cap. La culture, c'est pas ça. La culture, c'est je développe à l'intérieur de mon entreprise des comportements. Qu'est-ce que c'est que la culture? C'est la somme des comportements. Je trouve que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner de la culture. Plutôt que d'écrire sur un mur nous sommes une entreprise vertueuse, plutôt que de l'écrire dans les plaquettes, les sites web, etc., ce qui est plutôt du marketing, moi je préfère qu'on regarde les comportements réels des gens dans notre entreprise, qu'on fasse remonter ces comportements, regarder lesquels nous paraissent vertueux, et ce sera ça notre culture d'entreprise, tu vois. Et ensuite, le fait d'avoir défini cette culture de manière bottom-up, eh bien, ça nous permettra de la renforcer à travers le système de management. Donc, vision
pour moi, la meilleure vision, enfin, pour moi, la vision la plus simple, si vous voulez régler son compte à la vision de votre entreprise, moi, ma vision, ce qui me guide en tant que chef d'entreprise, c'est il faut que mon entreprise soit encore là demain. Voilà ma vision. Et ça, c'est un concept vraiment antifragile. Parce que c'est quoi le principe de l'antifragilité? C'est de s'adapter pour être encore là demain. Et ça tombe bien, parce que c'est le principe de vie de tous les organismes qu'on a sur la Terre, et y compris des humains. Tout à fait. C'est de Bon. l'évolution, en fait. Voilà, c'est je veux encore être là demain. Comment je fais pour être encore là demain? C'est Et donc, simple. je m'adapte. Et donc, ça veut dire, et on va voir tout ce que ça veut dire à partir du moment où ce premier modèle mental de la vision, on le fait évoluer vers quelque chose qui est plus de l'ordre de la culture, eh bien, on va voir que ça remet tout en cause, en réalité. Donc, Pour donner un petit exemple, Cédric, peut-être concret aux personnes qui nous écoutent, c'est drôle quand tu me parles là de culture versus vision. Je ne sais pas si tu sais, mais quand j'ai lancé Gemio avec mon mari il y a maintenant 11 ans, en fait, on avait l'idée d'avoir lancé donc cette marque de joaillerie, mais 100% online. Et vraiment, ça faisait partie de la vision de l'entreprise d'être 100% online. Et c'était un peu exactement comme tu le décris, tu vois, ce truc qui était un peu un idéal, quoi, d'une certaine manière. Et en fait, au bout d'un moment, ça a duré quand même 4 ans avant qu'on s'en rende compte, on avait tellement l'habitude d'entendre des clients qui nous disaient « mais en fait, moi, j'ai besoin d'essayer un bijou, j'ai besoin de le voir en vrai, j'ai besoin de le toucher, et même c'est un moment de plaisir », qu'on a fini par s'adapter et d'ouvrir notre première boutique. Alors d'abord en mode test, tu vois, en se disant « ça se trouve, ça va pas marcher, c'est quand même des coûts, etc. » Ça a été une explosion totale de croissance, et aujourd'hui, si tu veux, on a 8 boutiques en France. Et ça, je pense, c'est profondément antifragile. C'est qu'en fait, ça a été difficile, mais plutôt que de suivre la vision qui était la nôtre imposée, en fait, on s'est adapté, et c'est la somme des comportements, comme tu dis, de nos clients en l'occurrence, qui a fait que on est devenu plus fort parce qu'on a réussi à mettre de l'eau dans notre vin, tu vois, et à prendre le pli de la modernité, quoi. tout à fait. Et donc, tu vois, c'est un excellent exemple. En fait, avoir une vision aurait pu, en fait, te coûter cher, aurait pu te coûter ton entreprise parce qu'elle était inadaptée par rapport finalement à l'évolution du monde et aux Ouais. demandes des clients. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est les demandes des clients? C'est des stimuli, c'est des stress qui s'adressent à ton entreprise. Et si ton entreprise peut les écouter ou ne pas les écouter, quand elle les écoute pas à cause d'une vision, je trouve que c'est embêtant. Quand elle les écoute à cause d'une culture, c'est différent. La culture, c'est donc effectivement, c'est la somme des comportements que j'ai dans l'entreprise. En gros, c'est à la fois l'expérience de mes collaborateurs, c'est-à-dire que ce que tu peux faire de pire, c'est avoir une communication sur ta culture qui disent, par exemple, chez nous, on a un management participatif, et qu'en fait, les gens, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils se rendent compte que c'est totalement fou. Ouais. Et aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire que, en gros, les bons salariés, ils ont le choix, ils arrivent dans une boîte, ils se rendent compte au bout d'une semaine, quelque part, on leur a menti, et ben, ils ont la même réaction qu'un client à qui on aurait promis une expérience client formidable et puis finalement c'est tout pourri, ils votent avec leurs pieds, ils ressortent de l'entreprise. Ça, c'est Donc sûr. voilà, Faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Voilà, vraiment la culture, il faut être très pragmatique par rapport à ça, et il faut vraiment aller jusqu'au bout et dire on est honnête et on fait participer, ça suffit pas. C'est quoi le système dans l'entreprise qui fait qu'on est participatif? Oui, même si ça part d'une bonne intention, parce que parfois, souvent les valeurs, en fait, c'est un idéal et on a envie de le faire. C'est juste qu'en pratique, ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, les valeurs qui sont annoncées, ça peut être ta vision. Mais c'est des valeurs. C'est pas des on va faire 70% du marché de tel domaine, etc. Parce que là-dessus, je pense qu'il faut être souple. Donc, premier modèle mental. Après, je dirais aussi un petit peu les switches qu'il faut faire dans la pratique. Mais pour l'instant, restons sur le mental. Et mon conseil, c'est juste dire, ne passez pas trop de temps sur votre vision. Je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir de vision. À la limite, je n'ai pas de religion là-dessus. Moi, je sais que la plupart du temps, quand j'ai passé du temps tout seul avec des consultants, avec mes salariés ou autres sur la vision, je l'ai fait au détriment d'autres choses, puisqu'on a un temps limité. Et malheureusement, j'aurais plutôt dû mettre l'axe sur la culture. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur ça. Et donc, dans mes entreprises, on a vraiment un set de comportements qui sont recherchés ou qui sont inacceptables. Et voilà, le tri se fait plus là-dessus, même davantage que sur les performances. Donc, premier truc, pas de vision, plutôt de la culture. Et du coup, le deuxième modèle mental qui saute, c'est celui de la planification et de l'optimisation.
Alors pourquoi je dis ça? Je dis que pour pouvoir s'adapter, il ne faut pas trop planifier. Parce que tu peux pas tout planifier, impossible. Voilà. Et donc, les entreprises, je dirais, les mastodontes qu'on avait avant, ils étaient très forts ancrés sur la planification, puisque la planification, la mise sous processus, etc., ça permet de dupliquer l'entreprise. Et comme le but des grosses entreprises, c'était d'être les plus grosses possibles, parce que plus on est gros, moins on est fragile. Mais du coup, plus on est solide, ce qui nous rend un jour fragile, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, ça veut dire que, voilà, quand je lis Nassim Taleb, il dit carrément, il n'y a jamais rien qui a prouvé qu'une entreprise qui planifiait fonctionnait mieux ou avait plus de pérennité, d'ailleurs plus de chances de survivre, qu'une entreprise qui planifiait pas. Bah oui, parce que en fait, si on reprend le raisonnement, une entreprise qui planifie, le jour où il y a un caillou dans la chaussure, où il y a, tu vois, un truc qui tourne pas rond, qui n'a pas été planifié, ça s'effondre un peu. Alors que quelqu'un qui planifie pas trop, bah en fait, il a l'habitude d'être dans son bordel, quoi, d'une certaine manière, et au contraire, il Exactement. thrive. Exactement. Et en fait, ce qui se passe en fait quand on planifie trop et que il y avait un autre bouquin qui date hein, que j'avais bien aimé, ça s'appelle Tout est dans l'exécution. Et c'est vrai que si tu n'exécutes pas, il ne se passe rien. En fait, derrière, c'était plutôt une ode à la planification. Et en fait, ce qui se passe quand on est trop sur la planification, alors encore une fois, hein, à chaque fois je dis, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter la Ouais. planification. Il faut la faire de manière différente. Mais ça veut dire que le premier réflexe qu'on a quand on est orienté planification, c'est de dire, non, le réel a tort. C'est ma planification Ouais, ouais, qui ouais, a je vois ce que raison. tu veux dire. Or, le réel n'a jamais tort. Ça te rattrape toujours un jour. Ouais. Donc, on n'est plus sur de la planification, on est sur de la réaction. C'est-à-dire que on doit absolument avoir des systèmes, des boucles, ce qu'on appelle des boucles de réaction. C'est-à-dire, il se passe ça sur le marché, on analyse, on fait un test, sans mettre en risque notre entreprise, mais au moins, on a fait comme un organisme humain. Et en fait, cet organisme humain, eh ben oui, il se dit, oh, oh là, il y a un problème, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et il cherche à s'adapter et il ne se met pas en danger total pour s'adapter. Ça Peut-être veut je me dire permets aussi, de t'interrompre quelques instants, Cédric. Dans ce que tu dis, en fait, je vois énormément de parallèles, et j'ai lu Nassim Nicolas Taleb, donc je sais qu'il le fait aussi, entre finalement cette agilité et une forme donc de capacité à évoluer qui est très très proche de ce que fait la nature, et où on sait très bien que, bah, en fait, si la nature, le paroxysme de l'antifragilité, c'est la nature, en fait, et complètement. l'évolution et toute la théorie de l'évolution, c'est justement ça, c'est que face aux contraintes, aux difficultés, bah, il y a une évolution de la nature qui fait qu'en fait, l'organisme devient plus fort et que bah, le singe est devenu un être humain qui bah, peut-être un jour sera encore autre chose, mais face finalement à au fait de devoir contourner les contraintes, quoi. Plutôt en Absolument. fait que de se renfermer. Et au contraire, ceux qui n'arrivent pas à évoluer, bah, malheureusement, c'est ceux qui périssent. Exactement. Et alors, on peut continuer ton parallèle, c'est intéressant parce que ça remet deux nouveaux modèles mentaux en route. Un premier qui s'appelle, alors lequel je vais prendre après, je vais prendre celui de l'optimisation. On est des cinglés, quand on est chef d'entreprise, de nos générations et même de la génération suivante, de l'optimisation. C'est-à-dire qu'il il faut jamais avoir trop de stock, il faut jamais avoir trop de monde dans notre entreprise, il Hmm. faut jamais, c'est-à-dire il faut que tout soit ultra lean, Ouais, c'est-à-dire ultra sec, ultra maigre. ouais, Le problème, c'est que si on fait le parallèle avec les humains, quand il y a un hiver, ceux qui dégagent en premier, ouais, c'est ouais. ceux, je vais le dire vulgairement, qui ont le moins de gras. Or, des hivers, on en a tout le temps, depuis un Hmm. moment. Et donc, tous les gens qui ont été trop du côté de l'optimisation, ils ont rendu en fait leur entreprise fragile. Et ils ont tué l'antifragilité de leur entreprise. C'est-à-dire que, à éviter toute redondance, à éviter tout surstock, à éviter d'avoir plusieurs chaînes d'approvisionnement, et donc à essayer de tout optimiser, on a gagné de la performance à court terme. Ça, je ne dis pas le contraire. Hein. Je veux dire, je vais prendre un truc simple. Je suis chef d'entreprise. Mon argent, soit il est dans ma poche, soit il est dans mes stocks, si je suis distributeur. Donc, c'est sûr que si je réduis mes stocks, je vais avoir plus d'argent dans ma poche. Le problème, c'est que quand il y a une crise, que comme on a eu, tout d'un coup, il y a une pénurie, et ben, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui avaient, entre guillemets, mal géré leur stock, dans le sens où ils en avaient un peu trop. Bah, ceux-là, Ouais, ils ont ouais. tiré leur épingle du jeu. Pareil au niveau
des personnes dans une équipe, si tu as le personnel minimal, dès que tu as une personne qui s'en va, tu te rends compte qu'en fait, tu es fragile. Quand tu as un peu plus de monde que prévu, etc., et que tu t'es débrouillé pour évidemment pouvoir être rentable quand même, eh bien ça t'offre une souplesse et une Bien sûr, une antifragilité soupape. que personne n'a, première chose. Et deuxième chose, on voit que les grandes découvertes, les grandes innovations, etc., elles ont souvent été faites sans vraiment le faire exprès. Donc si tu as une structure qui est ultra optimisée, avec une personne qui fait ça, mais elle n'a pas le droit de sortir du cadre, elle fait que ça, etc., tu tues aussi la source de créativité dans ton entreprise. Si on avait des gens avec un peu plus de temps pour réfléchir, etc., peut-être qu'on serait plus antifragile. Donc, ce modèle mental, c'est le modèle mental de la redondance, à accepter la redondance de manière volontaire pour justement, et donc ne pas faire de la suroptimisation. Pourquoi? Parce que la suroptimisation, ça marche court terme, mais ça plombe la boîte long terme. Et on va voir que souvent dans l'antifragilité, il y a aussi ça, ce truc de dire ouais, je sais, à court terme, je pourrais faire ça, ça ferait du bien à ma boîte, mais je le fais pas. Parce que je sais qu'à long terme, ce serait néfaste pour la boîte. C'est ce qu'on appelle la mentalité de pénurie. Et ça veut dire plein de trucs au niveau management dont je parlerai tout à l'heure. L'autre modèle mental, quand tu as dit, bah, tu vois, ça se rapproche des organismes humains, ce que tu es en train de dire, mais oui. Et d'ailleurs, l'entreprise, c'est un organisme humain. En tout cas, c'est un organisme composé d'humains. Et toute la démarche qui a été faite depuis des dizaines d'années, ça a été de réduire l'humain dans nos sociétés en ayant des automatisations, des process, des choses comme ça, etc. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est dit, bah ouais, mais non, on n'aime pas l'humain, parce qu'en fait, l'humain, il est imprévisible et il est irrationnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des entreprises qui seront inhumaines, qui seront des machines. Et le problème d'une machine, c'est que c'est pas antifragile. C'est-à-dire que elle n'a pas en elle ce système de réaction, ce ressenti, cette intuition, tout ce truc en fait dont on a dit ouais mais ça en fait on l'enlève parce que finalement c'est pas rationnel. Moi j'ai le contraire. J'ai dit non, rationnellement on doit refaire, on doit laisser l'humain reprendre les commandes dans les entreprises parce que c'est l'élément le plus antifragile de nos entreprises, l'humain. Et donc on doit cultiver cette antifragilité chez l'humain. Au lieu de dire j'ai des humains, comme le disait Jack Welch, et puis les mauvais, c'est ceux qui performent pas, je les enlève, etc. Ce qu'on peut plus faire puisqu'on est en pénurie de main-d'œuvre, on doit se dire non, je dois aller dans un degré plus profond. Et au lieu d'éliminer des humains, je vais éliminer des comportements chez des humains. C'est-à-dire mon antifragilité, elle va plus se situer en éliminant les humains les plus fragiles, elle va aller dans les comportements des gens, ceux qui sont les plus fragiles, et elle va les corriger, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire, je le dis d'une manière un peu peut-être obscure et scientifique, ça veut juste dire que aujourd'hui, vous avez une équipe. Dans cette équipe, vous avez des gens. Tous ces gens, ils ont au fond d'eux de l'antifragilité. La question, c'est comment vous révélez chez ces personnes l'antifragilité. Plutôt que de changer les gens, changer les comportements. Ça coûte moins cher, c'est plus humain, c'est plus agréable, et ça donne une bien meilleure ambiance dans vos entreprises, et c'est une démarche qui est beaucoup plus long terme. Et on va voir qu'au niveau management, ça veut dire plein de choses. Je me permets d'illustrer ton propos, là encore, Cédric, avec un exemple un peu que j'ai vécu. C'est drôle parce que ce que tu dis me touche beaucoup au sens où je pense qu'on peut avoir une tendance quand on essaye de développer son entreprise et de la scaler, de la faire grandir, justement de mettre en place des processus. Donc ça revient aussi à cette fameuse planification. Parce qu'en fait, à un moment donné, on a l'impression qu'on commence à comprendre la machine et donc on veut faire rentrer les choses sur des rails pour optimiser, comme tu le disais, etc. Mais en fait, toute la difficulté de nos métiers d'entrepreneurs, c'est qu'une entreprise, elle évolue énormément en fonction du marché, parce que le marché lui-même, il évolue. Alors, le Covid est évidemment un formidable exemple de ça. Mais en fait, la machine, elle fait toujours la même chose. Et en fait, à un moment donné, même s'il y a un mur, elle continue parce qu'en fait, on lui a dit de faire la même chose, quoi. Et l'humain, et c'est là où j'en reviens à ce que tu dis, bah, c'est précisément en fait de se dire non, mais attendez les gars, là,
dans 10 mètres, il y a un mur, va peut-être falloir quand même changer un peu le plan et se dire qu'il va falloir passer à côté, en dessous, tu vois. Et en fait, nous, on l'a déjà vécu à plusieurs reprises chez Gemio, qu'on avait mis en place toute une structure, des processus, etc. Et il a fallu avoir beaucoup de force de caractère pour se dire, non, mais en fait, là, il faut qu'on change complètement de braquet parce que le marché est en train d'évoluer. Et ça, ensuite, après, c'est un peu l'insight de l'entrepreneur de se dire, avant que ça arrive, tu vois, je le fais. Et effectivement, c'est complètement impossible qu'une machine fasse quelque chose comme ça. Tout à fait. Et tu vois, j'aime bien ton exemple parce que là, tu vois, tu as réagi en disant, tiens, le marché a changé et donc on va devoir faire ça. Sauf que moi, je pense que on pourra même plus faire ça. C'est-à-dire que ça va changer tellement vite et faudra réagir tellement vite qu'en fait, tu vas devoir adapter en temps réel. C'est la grande différence. C'est que on est passé d'une économie où on disait, bon, on a le temps, de toute façon, la planification a raison, et de toute façon, on va écraser le marché, on ne va pas forcément écouter le marché parce qu'on est plus fort que le marché, etc. À un truc où on se dit, ouais, mais il faut être quand même agile, et donc régulièrement, il faut quand même qu'on remette notre machin à l'endroit, et on fait un grand chambardement, on remet tout à l'endroit, avec de la pression, avec des difficultés, du stress, etc. La suite logique, c'est, non, on ne fait plus de chambardement en permanence, on fait de l'auto-adaptation permanente. Ouais. Alors, j'y suis pas encore. Voilà, voilà. Et je pense que, honnêtement, personne n'y est. Et plus ta société est complexe et compliquée avec beaucoup de gens, plus c'est compliqué de faire ça. Et donc, il y a des stades intermédiaires. Par exemple, tu vois, moi, j'ai des processus dans mes entreprises. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir de processus. Je dis juste qu'il faut que l'humain ait toujours la priorité sur le processus. Je dis que le processus, il ne doit pas être orienté direction d'entreprise, il doit être orienté humain, celui qui l'utilise. C'est-à-dire que les processus qui fonctionnent, ce sont ceux qui sont créés et modifiés par les gens qui les utilisent. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, c'est très rarement le cas dans les entreprises. Souvent, en fait, l'humain et la personne qui est en charge de satisfaire le client, elle se bat contre les processus. Ouais. Alors que ce qu'il faudrait, c'est qu'elle s'approprie le processus. Et donc, et ça veut dire plein de choses. Mais entre autres, ça veut dire, moi j'appelle ça l'équilibre processus-héros. Moi je dis qu'un processus, s'il couvre 80% des cas, c'est top, mais il ne peut pas couvrir 100% des cas. Il reste 20%, ce sera le héros. Le héros, c'est qui? C'est l'humain. Et donc, moi, mes collaborateurs, ils ont le droit, entre guillemets, de violer les processus. Parce que ça sert quand même à une chose, un processus, c'est de dire, ça c'est la norme, c'est comme ça qu'on fait les choses. Là, je suis en train de faire autrement. Et quand ils le font plus, parce que 20% du temps, après le curseur, on s'en fout, si vous mettez 10%, 50%, on s'en fout, ils disent, oh là, tiens, là le processus, ça fait quand même 10 fois que je fais autrement, il est plus bon mon processus. Et donc, je crée un nouveau processus, moi, humain, puisqu'en fait, ce qu'on va me demander, c'est pas de suivre un processus, c'est de générer de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Mais pour que l'humain soit capable de faire ça, et là, je te donne pour moi le dernier évolution de modèle qu'on va voir ensemble, parce qu'après on pourra aller plus loin, mais moi j'aimerais bien qu'après on parle de management et de ce que ça veut dire, c'est ce que Nassim Taleb appelle, il a un bouquin qui s'appelle Skin in the Game, risquer sa peau. Donc c'est pas le bouquin antifragile, je crois que c'est un bouquin qu'il a écrit avant, et qui est vraiment intéressant. En fait, dans ce bouquin, il donne pas vraiment de solution, mais il explique que, en gros, nos sociétés ont commencé à dériver et à avoir des incidents de plus en plus nombreux qu'on appelle des crises, à partir du moment où les gens qui prennent des décisions ne risquent pas leur peau. Ils n'ont pas de responsabilité assez forte. Enfin, oui, c'est pas de responsabilité au sens d'être responsable, quoi. D'être tenu responsable. Voilà. En fait, ils ont la responsabilité, ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas la conséquence du mauvais usage du pouvoir. Et donc, il dit, c'est normal, parce qu'un humain, il ne peut bien décider, il ne peut bien s'adapter que si c'est risqué pour lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous exposiez vos collaborateurs, enfin, moi je traduis comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous exposiez vos collaborateurs et qu'ils aient peur et qu'ils puissent, parce que ça peut les paralyser, ils ne prennent aucune décision. Ça veut dire que plus les décisions se prendront bas dans votre organigramme, plus vous avez de chances d'être antifragile, parce que plus elles seront prises par des gens qui sont en contact avec le terrain et donc en contact avec la réalité.
Et le problème des entreprises, c'est que soit les gens sont isolés de la réalité du terrain, ils disent bon, de toute façon, je comprends rien, donc je ne contribue pas, ou plus souvent, ils ne sont pas les décisionnaires. C'est-à-dire que les décisions viennent d'en haut, personne ne les comprend, et c'est normal que les gens ne les comprennent pas, puisqu'elles ne correspondent pas à la réalité qu'elles vivent tous les jours. Ouais, ou il y Et a un autre exemple aussi, tu vois, moi que j'ai déjà vécu à plusieurs reprises dans le monde de l'entreprise, c'est les gens ont envie de lancer un projet qui peut sembler utile, mais si tu veux, il n'y a pas de corrélation directe entre le succès, enfin non pas le succès, mais l'impact de ce projet sur par exemple le chiffre d'affaires et en fait la réalité du quotidien de la personne. Et donc en fait, on peut après se mettre à lancer des projets qui sont sympathiques sur le papier, mais qui ne sont ouais, pas forcément profondément utiles, tu vois. Et là, non, en fait, ce qu'il va dire Nassim Taleb, c'est qu'il y a un moment donné où, en fait, si jamais il y a vraiment, tu es tenu responsable de, par exemple, le chiffre d'affaires de l'entreprise, d'une certaine manière, bah, tu sais que si ton niveau de vie, par exemple, avoir un bonus, tu vois, évolue par rapport au fait que l'entreprise réussisse, bah, forcément, tu vas pas prendre les mêmes décisions que si, en fait, tu es récompensé juste parce que tu as bien fait ton travail. tout à fait. Et au-delà d'ailleurs du bonus, il y a aussi la satisfaction, parce que moi je pense que c'est plus profond que le bonus. Bien sûr. Tu as la satisfaction de te dire, mais je sers à quelque chose. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans des structures, qui se disent, bah moi en fait, dans ma boîte, en fait, je sais pas Ouais. bien à quoi elle se sert. En fait, tu as souvent cette frustration qui est, mais en fait, je comprends pas ce que je fais. C'est-à-dire, je vois pas les résultats de mon travail, hein, c'est aussi bête que ça, hein. Il y avait un bouquin qui était sorti de ça, où je ne me souviens plus le nom, là, ça me revient pas. Mais où le mec disait, un plombier, quand il a fini son travail, il voit le résultat, Bah, il n'y a plus c'est de clair. fuite. Ok. Un codeur, quand il finit son travail, un directeur financier, quand il finit son travail, comment il mesure son utilité, en fait, finalement. Concrètement, pas juste à travers un chiffre, mais à Mm. travers quelque chose de réel. Il y a ça. Et puis, je pense aussi que au niveau de risquer sa peau, il y a aussi le fait qu'on est plein de gens dans les entreprises. En fait, ce que tu viens d'évaluer, d'évoquer, c'est le manque de reconnaissance. C'est-à-dire, je fais des choses et en fait, finalement, j'ai pas le bonus, mais en fait, au-delà de ça, j'ai pas la reconnaissance. Et donc, c'est sûr que ça tue l'antifragilité. L'autre chose qui tue l'antifragilité, c'est effectivement le fait que la personne n'ait pas le pouvoir de faire des erreurs. Ouais, Alors là, très je vrai. sais que et là, on est à nouveau dans l'optimisation. C'est-à-dire que croire que vous allez développer vos collaborateurs sans que jamais ils ne fassent d'erreur, c'est un mythe absolu. Ça n'existe pas. L'être humain apprend en se trompant. Et je vais plus loin. D'ailleurs, il apprend pas que en se trompant, il apprend en corrigeant lui-même ses erreurs. Et alors là, on commence à arriver dans le management. C'est vraiment un principe qu'il faut intégrer. Quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur dans Mais il votre évolue pas, en entreprise, fait. c'est pas un bon élément. Et là, je donne un dernier Et un modèle petit mental. peu contre-intuitif comme idée. Et oui, alors après, la personne qui fait des erreurs tout le temps, qui apporte aucune valeur, on est d'accord, il y a un problème. Et d'ailleurs, dans les modèles de Nassim Taleb, il y en a un qui est intéressant à ce titre, c'est la stratégie des haltères. Il faut savoir que Nassim Taleb, il vient d'un cursus où il était statisticien, et puis il est devenu très riche en travaillant au Pour la niveau bourse, quoi. de la bourse, ouais, c'est ça. Et puis ensuite, philosophe, etc. C'est un gars qui a une culture énorme. Mais quand un des trucs qu'il a rendu connu quand il était quand il évoquait ses stratégies boursières, ce qui a fait d'ailleurs qu'il est devenu riche, c'est qu'en fait, la plupart des stratégies boursières, c'est d'être moyen. C'est de dire, bah, je répartis mon risque. Et lui, il fait ce qu'il appelle la stratégie des haltères. Alors, je vais la résumer très vite, hein. Il a 90% de ses avoirs qui sont placés sur des fonds super safe. Et il a 10% où il prend des risques de malade. Pourquoi il fait ça? Parce que ces 90% donnent entre guillemets, la robustesse de son système. C'est-à-dire, c'est des trucs, tu peux pas vraiment perdre, mais en même temps, tu peux pas gagner beaucoup. Et donc, transcrit à l'entreprise, ça veut dire, il faut que les fondamentaux de l'entreprise fonctionnent bien, etc. Mais il faut toujours que pour une partie de ce qu'on fait,
on prenne des risques qui ne remettent jamais en cause l'ensemble. C'est-à-dire que quand tu mises 10% en portefeuille boursier, tu ne peux pas perdre plus que 10%, et donc voilà, t'es pas... Par contre, tu peux gagner beaucoup plus, et ça peut te renseigner sur le marché. Et donc, avec un collaborateur, c'est la même chose. Évidemment, il ne faut pas qu'il se plante tous les jours et qu'il te fasse une performance épouvantable. Par contre, il faut que régulièrement, il teste des trucs qu'il a envie de tester parce qu'il a deviné que là, il y avait quelque chose, et qu'il se plante. Et c'est comme ça qu'il va évoluer. Donc, tu mets pas... Et à l'échelle de la stratégie d'une entreprise, c'est la même chose. Il faut faire des tests, se planter, mais jamais se planter suffisamment pour mettre en danger toute la structure. Et donc, il vaut mieux, et Nassim Taleb, il a une phrase, je la cite de mémoire, c'est peut-être pas tout à fait ça, il vaut mieux être capable de mesurer les risques que l'on prend, c'est-à-dire jamais prendre un risque sans avoir mesuré ce qu'il représentait, plutôt que de mesurer l'ampleur des erreurs qu'on a faites. Donc, il dit, et donc, ça veut dire qu'il est quand même... Il y a une réflexion dans ce qu'il fait. C'est pas juste on fait n'importe quoi et on verra bien ce qui fonctionne. C'est non, je prends jamais un risque qui met en danger l'intégrité de la structure complète. Voilà pour les modèles mentaux. J'en ai évoqué quelques-uns, mais tu vois, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que de la culture plutôt qu'une vision. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, son principal actif, c'est la culture de son entreprise. Donc ça, il faut bien se l'ancrer. Si vous réussissez à créer une culture d'entreprise qui soit antifragile, votre boîte a plus de valeur que n'importe quelle autre boîte. Parce que ce n'est pas copiable, parce que comme c'est un actif, ça va s'auto-alimenter. Et puis elle surmontera forcément les difficultés, et elle va même se renforcer face aux difficultés. Donc, Tout à fait. Donc c'est un actif majeur, plutôt une culture antifragile qu'une vision. Attention à la planification, soyez plutôt dans la réaction. Et puis, skin in the game, regardez qui prend les décisions dans vos entreprises. Est-ce que c'est des gens qui risquent leur peau ou pas? Et quand je dis qu'ils risquent leur peau, ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire virer, etc. Ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qui constatent les problèmes ou les adaptations à faire et celles qui les mettent en œuvre. Et donc, ça veut dire le devoir de faire des erreurs, etc. etc. Écoute, hyper intéressant, je pense, pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que tellement contre-intuitif sur beaucoup d'aspects. Donc, je pense que ça va faire réfléchir beaucoup de monde. Comme le temps passe, Cédric, j'aimerais qu'on passe maintenant rapidement au management et en fait vraiment à du concret. Parce que je sais que tu aimes ça et moi aussi. Donc, si j'en reviens à la question que je t'avais posée précédemment, quels sont, par exemple, dans ton cas, dans ton entreprise, des comportements antifragiles que vous avez mis en place? Alors, il y a un premier shift pour moi qu'il est important de faire. Et je le mets en premier parce que c'est peut-être la chose la plus longue à mettre en place. Mais c'est aussi la chose la plus puissante, c'est le plus gros levier, c'est sur quoi vous allez faire reposer tout votre système de management. C'est de passer du pouvoir d'autorité à la confiance. Le système traditionnel d'une entreprise, c'est le manager, plus tu es haut dans l'organigramme, plus tu as de pouvoir, et le seul fait d'être haut dans l'organigramme te donne du pouvoir sur les autres. Et quelque part, c'est vrai, tu peux virer, tu peux machin, etc. Par contre, c'est la forme de pouvoir la plus antifragile. Pourquoi? Parce qu'en fait, implicitement, tu dis aux gens, de toute façon, tu auras toujours tort contre quelqu'un qui est moins au courant de ce qui se passe tous les jours que toi. Donc, quelque part, implicitement, tu dis à ton collaborateur, surtout ton intelligence, ton intuition, tes idées, etc., tu les laisses à la porte de l'entreprise parce qu'il y a quelqu'un qui va réfléchir à ta place. C'est vrai pour l'autorité de compétence. Il y a 3 formes de pouvoir dans l'entreprise. Le pouvoir hiérarchique, l'autorité de compétence et la confiance, ou on va appeler ça l'influence ou la relation. Donc, premier pouvoir, c'est effectivement le pouvoir hiérarchique. Ça marche pas bien, c'est pas bien antifragile, ça centralise les décisions, etc. Le deuxième, c'est l'autorité de compétence. L'autorité de compétence, elle est pas mal. Ça veut dire que plus tu as d'expertise, plus tu vas décider à la place des autres. Sauf que, parfois, avoir une trop grande expertise, ça conditionne tes réactions à des choses que tu as appris il y a longtemps.
Ça ne marche pas très bien. Et qui ne sont pas forcément adaptés au terrain parce que le monde change, comme on disait, etc. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paradigmes qu'on a parce qu'on a une éducation à un moment. 20 ans plus tard, on a toujours les mêmes paradigmes, sauf que le monde, 20 ans plus tard, il n'a plus rien à voir. Et ça a été prouvé de multiples fois dans un tas de domaines, et entre autres par un chercheur qui, tu sais, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui travaillait sur l'évolution de la pauvreté dans le monde. Qui a écrit, je ne me souviens plus le nom du bouquin, mais bref, ce qu'il faisait, à chaque fois qu'il faisait une conférence, il montrait à des experts sur la richesse dans le monde une carte du monde, et il leur disait, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de la répartition de la pauvreté et de la richesse dans le monde? Et ils disaient, oui, ils sont d'accord. Il dit, bah, je viens de vous montrer la carte d'il y a 20 ans, voilà la vraie carte. Et c'était des experts quand même. Ils n'étaient pas à jour, donc sur des sujets comme ça. Donc je te laisse imaginer dans une entreprise. Et donc il va falloir faire un switch effectivement de l'autorité vers la confiance. C'est la première chose à faire. Et là je fais du pipeau, hein, parce que comment on fait pour mettre en place la confiance dans une entreprise? Je vais reprendre mes outils de management, ceux dont je parle depuis ça doit faire 24 ans. Le 1-1, c'est-à-dire que le one-to-one, le one-on-one. Moi, quand j'en ai parlé il y a 24 ans, tout le monde me disait, mais non, ce truc-là, ça ne marchera jamais, ça prend trop de temps, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu un standard dans la plupart des entreprises, sauf que c'est un bon outil, mais comme tout bon outil, est-ce qu'on l'utilise bien? Avec un marteau, tu peux construire une maison ou assommer au choix. Donc, le 1 à 1, il faut qu'il soit vraiment orienté sur « j'écoute mon collaborateur ». Pour moi, c'est la base. Dans votre entreprise, toute personne qui travaille dans votre entreprise doit avoir cet entretien qu'on appelle le 1 à 1, qui se fait une demi-heure, une fois par semaine, etc. Et l'objet de cet entretien, ça n'est pas de lui donner des ordres, ça n'est pas de lui demander des comptes, ça n'est pas de le fliquer ou de faire du reporting, parce que là, vous êtes sur le paradigme de l'autorité, c'est de lui montrer que vous lui faites confiance en l'écoutant et en prenant en compte ce que cette personne a à vous dire. Donc, premier switch, premier outil managérial, tu vois, je suis pas en train de créer un outil, je dis juste attention à l'utilisation que vous en faites, le one-on-one, ou le one-to-one, ou le one-on-one, peu importe comment vous l'appelez, j'espère que c'est en place dans vos entreprises. Si c'est pas le cas, il faut déjà le mettre en place. C'est ça qui va construire la confiance, parce que c'est ça qui va relier toutes les personnes entre elles dans votre entreprise, et entre autres, c'est ça qui va relier les personnes qui sont sur le terrain avec les personnes qui prennent les décisions. Premier stade. Et puis petit à petit, cette confiance s'établissant, vous allez voir que les gens, de plus régulièrement, vous dire, tiens, on pourrait peut-être faire comme ça, etc., etc. Vous allez réveiller chez eux cette appétence, cet esprit de, oui, mais je peux être utile et j'ai quelque chose à dire qui est intéressant, il faudrait qu'on m'écoute. Et ensuite, il y a d'autres outils, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui vont permettre justement de mettre ces choses-là en place. Donc toi, concrètement, ce que tu disais, si j'en reviens à ma question, donc ce que tu as mis en place, ou ce qui, toi, te faisait tilt dans ta tête quand tu as lu le bouquin de Nassim Nicolas Taleb au niveau de l'antifragilité dans le monde de l'entreprise, déjà, la base de la base pour toi, c'est créer la confiance. C'est un outil d'antifragilité. Et donc, pour le faire, le 1 à 1, si je résume, si j'ai bien compris, de manière un petit peu succincte. Ouais. Soyons succincts. mais déjà très puissant, tu vois, parce que finalement, pas si compliqué à mettre en place, quoi. Voilà, mais c'est juste ce que je veux dire, c'est pour ça que je fais je dis oui, il faut le mettre en place, mais surtout, il faut le bien pratiquer. Oui, c'est ce que tu disais. Tu peux en faire un outil qui installe la méfiance plutôt que la confiance. Oui, ça peut être du flicage. Très puissant. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, premier switch, autorité vers confiance, et l'outil pour faire ça, le premier outil, c'est le 1 à 1. Et ensuite, je dirais que le deuxième switch, qui n'est pas évident à faire, c'est de passer de la culture, de l'hyper-performance à la culture. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous rabat les oreilles avec l'hyper-performance. Les startups, les machins, il faut être le plus performant possible, il faut rapidement avoir des résultats, etc. etc. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir de résultats. Par contre, c'est à un tel point qu'en fait, c'est destructeur pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand tu manages à la pression et à l'hyper-performance en te disant de toute façon, si t'es pas rentable, on va te virer, de toute façon, il faut des résultats concrets, etc., etc. Ce que tu es en train de faire, c'est mettre de la pression dans le système
Et quand tu mets de la pression dans le système, ben, quelquefois, c'est destructeur. C'est-à-dire que tu crées de la valeur court terme, mais en réalité, tu détruis de la valeur long terme. Et on va voir qu'on peut même le traduire pour les financiers qui nous écoutent en disant, et moi, c'est un switch que j'ai fait aussi il y a longtemps, et en y réfléchissant, je me suis dit, bah tiens, c'était déjà de l'antifragilité. C'est qu'à un moment, j'ai dit, oui, le résultat mensuel, c'est important, c'est quand même ça qui fait vivre la boîte. Mais moi, en tant que dirigeant, je dois arrêter de me focaliser sur le résultat mensuel. Je dois me focaliser sur la création d'actifs dans mon entreprise, parce que c'est ça qui donne de la valeur à ma boîte. Et comme ma vision, c'est que ma boîte, elle soit encore là demain, encore vivante demain, si je limite ma vision à ça, eh bien, il faut donc que les actifs de mon entreprise soient le plus développés possible. Et le meilleur actif que je puisse avoir dans mon entreprise, c'est la culture d'entreprise. Donc, oui, il faut de la performance. Moi, tu sais, j'appelle ça les 2 R du management. Un bon manager, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du résultat. C'est souvent, quand je demande à des chefs d'entreprise, je dis à quoi vous repérez un bon manager? C'est un mec qui a des résultats. Ou une nénette qui a des résultats. Ok. Je leur dis, ouais, mais à n'importe quel prix? Ah bah non, parce que s'il a des résultats et qu'il détruit l'équipe et que finalement tout le monde s'en va, ça va pas durer longtemps. Donc, j'ai dit, bah alors qu'est-ce qu'il faut de plus? Il faut le deuxième R du management, la rétention. Ça veut dire que le grand R, c'est les résultats, le petit R, c'est la rétention. La rétention, c'est quoi? C'est mes équipes restent, elles sont engagées, elles sont impliquées. C'est tout ce qui est à côté des résultats qui est plus difficile à mesurer. Enfin, tu peux le mesurer avec ton turnover, mais quelquefois, tu n'as pas de turnover, mais tu n'as pas une bonne rétention parce que les gens font de l'absentéisme, ils ne se mettent pas à disposition de l'entreprise. Et moi, ce que je pense, le phénomène qui est en train de se passer, c'est qu'avant, on avait le grand R, c'était les résultats, et le petit R, c'était la rétention. Et ce qui est en train de se passer, puisqu'on est en pénurie, c'est qu'aujourd'hui, le manager, il doit surtout être vigilant, et le chef d'entreprise aussi, sur l'aspect rétention, et les résultats viendront. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bon bah ouais, on va obtenir des résultats, mais il faudra qu'on fasse quand même attention à pas trop cramer les équipes, donc on va leur donner des bonus, des trucs pour qu'ils restent, pour qu'ils puissent pas partir, on en faisait des employés retenus, plutôt que des employés loyaux, donc un système qui les empêche de quitter l'entreprise, que ce soit un sursalaire, enfin toutes ces choses-là. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens, ok, ils sont prêts à faire des résultats, mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est avoir un taf intéressant, évidemment bien gagner leur vie, mais surtout un taf intéressant, une utilité, se sentir impliqué, se sentir utile, se sentir reconnu, etc., etc. Donc, tu vois, les valeurs, elles sont toujours là, les 2 valeurs, parce que moi, avoir un salarié qui se sent bien chez moi, s'il ne produit aucun résultat, ça ne va pas durer longtemps quand même. Mais mon a priori maintenant, c'est que mieux il se sentira chez moi, meilleur sera mon système de management. De toute façon, plus j'aurai de résultats. Donc, le switch ici, c'est hyper. Et puis, par ailleurs, un autre phénomène intéressant, c'est qu'en général, le fait que la personne se sente bien est directement corrélé à ses résultats. C'est-à-dire que c'est quand même assez... Enfin, oui, on peut avoir dans un cas des personnes qui sont tellement pressées comme des citrons qui sont malheureux, donc ils ont des résultats mais ils sont malheureux. Mais souvent, quand on est bien dans une boîte, c'est aussi qu'on a des bons résultats. C'est assez rare qu'on soit juste bien dans une boîte en étant nul, tu vois. Enfin, en étant pas nul, c'est pas le bon terme, mais en n'ayant pas les résultats, parce qu'on est malheureux quand on n'a pas les bons résultats. Donc, Effectivement. Et je crois que la génération du sacrifice, aujourd'hui, elle est derrière nous. C'est-à-dire qu'on en trouve encore des salariés qui sont prêts à tout ficher en l'air pour le boulot, etc. C'est de plus en plus dur à trouver. On a plutôt des gens qui disent non, moi, je veux tout. Je veux tout. Je veux l'entrée, le plat, le dessert. C'est-à-dire, je veux un super job, bien payé, et une vie à côté épanouie, avec une famille épanouie, etc. Et rien de plus normal. Mais du coup, l'hyperperformance, voilà, quand tu restes sur le paradigme de l'hyperperformance, ça va marcher au début. Sauf que tu es en train de détruire. C'est assez proche du concept de l'écologie d'ailleurs. C'est comment tu crées de la valeur sans détruire. La pression, l'hyperperformance, ça détruit pour créer de la valeur. Oui, ça ponctionne en fait, ça ponctionne. C'est pas une ressource infinie. Mais c'est comme le corps. Tout à l'heure, je disais, je vais prendre, peut-être c'est pas très exact au niveau biologique, mais tu dois terminer un marathon, ou tu dois faire un marathon. Premier truc, tu y vas comme un forcené ou une forcenée, tu détruis un petit peu tout ton corps, mais tu vas réussir à faire le marathon. Le problème, c'est qu'après, tu auras 3 mois d'hospitalisation. Ou alors, tu apprends à courir, tu te prépares, tu respectes ton corps, etc. Et en fait, le fait de réussir ton marathon, ça va le
le faire progresser. Et ben, Ouais. une équipe, c'est pareil. Donc, switch, hyper performance vers création d'une culture de l'antifragilité. Alors là, je sais que ce que tu veux me dire, ouais, mais ok, d'accord, ça c'est pipeau, c'est quoi l'outil que tu mets derrière? Et C'est donc, pas mon style de dire que t'es pipeau, Watine. bah, tu l'as dit quand même. Mais c'est bien, je préfère qu'on se parle comme ça, hein, tu sais. Non, je Alors, blague. alors c'est quoi l'outil? C'est quoi l'outil? Alors, créer une culture, ça veut dire modifier les comportements des gens, avant tout. Tout à l'heure, je l'ai dit, la définition d'une culture, c'est pas ce que tu as écrit sur tes plaquettes, etc. Tu l'as très bien dit, ça c'est l'intention que tu as. Mais il suffit pas d'avoir une intention. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton entreprise? Pour créer une culture du management antifragile, il va falloir répertorier les comportements antifragiles. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement antifragile? On a commencé à l'évoquer. C'est des gens qui font des erreurs mais qui les corrigent. C'est des gens qui font de la valeur mais sans détruire. Et, voilà. Et après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que j'ai un bon collaborateur, ce que je peux faire, c'est me dire pourquoi je trouve que lui ou elle, ils sont bien dans ce que je veux faire. Et là, je vais les décortiquer en termes de comportement. Je vais dire, par exemple, chez Catherine, ce que j'aime bien, c'est qu'en réunion, elle évoque les problèmes. Elle n'a pas peur d'évoquer les problèmes. Et il y a des conflits, ça génère des conflits, mais au moins on parle des problèmes. Ça, j'aime bien. Ça, je le veux dans ma culture. Et c'est pour ça, en fait, que Catherine, je trouve que c'est une bonne collaboratrice. Donc, je vais prendre ce comportement de Catherine, ploup, je vais le mettre dans mon stock de comportements que j'aime bien. Et puis, on va faire ça avec tous nos collaborateurs, ceux qu'on apprécie, dont on pense qu'ils sont assez fragiles, et on va se dire, en fait, les comportements antifragiles, c'est ça. Et de ça, on va pouvoir tirer des valeurs et travailler dessus. Je suis encore dans le théorique, mais quand même, je suis un peu moins théorique que ma fameuse plaquette qui dit oui, chez nous, patati patata. Ce truc-là, il va me servir à modifier la culture de mon entreprise. Or, la culture de mon entreprise, c'est la somme des comportements. Donc, pour modifier la culture de mon entreprise, il faut que je modifie les comportements de mes collaborateurs. C'est quoi l'outil pour modifier les comportements de ses collaborateurs? C'est le deuxième outil important du manager, qui est le feedback. On va apprendre, en tant que manager, à parler à quelqu'un en lui faisant confiance, mais en lui disant quand même ce qui va et ce qui ne va pas. Et on ne va pas le faire sur un mode d'autorité qui serait « non mais là ça ne va pas, je te vire » ou « non mais là ça va, je te donne une prime ». On va le faire en lui disant « j'ai confiance en toi ». Et ça tombe bien, notre premier outil, c'était celui qui développait la confiance. Donc, déjà, ça va être plus facile de lui parler puisqu'on a mis le premier outil qui est le 1 à 1 en place et il sait qu'on l'écoute, etc., etc. Et donc, on va se donner le droit de lui parler et de lui dire tiens, ça pourrait être mieux, ça c'est bien, mais etc., qu'à partir du moment où on a développé la confiance. Et donc, le feedback, c'est quoi? C'est une manière de développer l'antifragilité de notre collaborateur, c'est-à-dire de lui montrer, quand il n'en a pas l'habitude lui-même, que son comportement, quand il fait ça, en réalité, ça a des conséquences qui sont délétères pour l'entreprise. Ça veut dire qu'un jour, on aimerait bien se passer du feedback. En fait, dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin du feedback. C'est-à-dire que le système humain fait du feedback. C'est humain le feedback, en fait. Nous, on est des êtres de feedback. C'est-à-dire, tiens, je constate quelque chose, je m'adapte. Tiens, je constate quelque chose, j'ai une réaction, etc. Sauf que le rôle du manager, c'est d'accompagner ça. Et qu'au début, il va devoir montrer la voie à son collaborateur. Plutôt que de lui taper sur la tête quand il n'a pas assez de résultats, lui dire non, mais moi je m'en fous, il faut que tu aies des résultats, etc. Il va plutôt partir de son collaborateur, se dire tiens, comment je pourrais lui dire à lui ou à elle, et surtout, ça correspond à quel comportement que j'ai référencé comme étant antifragile dans mon entreprise. Tu vois, ça c'est le deuxième switch. Je passe de l'hyper-performance à la culture. J'arrête de détruire pour créer. Non, j'adapte, je mets en valeur des comportements, je mets en forme des comportements. Et tu vois que là, oui, on est dans de l'humain qui est peut-être moins prévisible que tout autre système, mais on est quand même dans le rationnel. Tout ce que je te dis là, c'est un système. C'est pas juste, tiens, vous avez qu'à faire des feedbacks. Non, il y a un outil feedback qui est fait d'une certaine manière pour que ça fonctionne. Et comme tu le dis justement, le feedback, ça n'est rien d'autre que finalement un moyen de... Enfin, c'est dans l'adversité ou le problème qu'on progresse en tant qu'être humain. Quand on fait des erreurs qu'on progresse, le feedback, c'est juste un moyen de tirer un enseignement de nos erreurs, entre guillemets,
Et Tout c'est à le fait. manager qui t'aide à le faire, quoi, c'est tout. Mais ça pourrait être soi-même, on se fait des propres feedbacks au final. C'est exactement. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux faire un feedback à la personne de manière, euh, comment je vais dire ça, de manière non autoritaire, parce qu'en fait, ton feedback, il n'est pas en train de dire, oh là là, t'es nul, t'as mal fait, Hmm, ou faut plus refaire ça parce que vraiment, tu es en train de dire, je te fais confiance, et donc c'est parce que je crois en toi et parce que je te fais confiance, parce que tu es un être humain et que tu sauras t'adapter, que je te dis ça. Ça paraît pipeau quand je le dis de cette manière-là, ça paraît un peu, ouh, on va aller tous manger des champignons, etc. Mais c'est pas comme ça que je le dis. Mais l'intention, elle est là et la personne la sent, tu vois. C'est dire, j'ai bien confiance en sûr. toi pour évoluer, et chez toi, j'ai su repérer ce qui fonctionnait bien. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième switch. Donc, tu vois, le premier, c'est passer de l'autorité à la confiance. Le deuxième, c'est de l'hyper-performance à la construction de la culture, ce qui est un gros truc. Et puis, le troisième, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est de passer réellement à une équipe antifragile, c'est-à-dire de passer de la notion de robustesse à la notion d'antifragilité. Et donc là, les outils, c'est déjà, il faut avoir un état d'esprit, avoir compris ce que c'est que l'antifragilité. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Après, les outils que tu vas utiliser, ce sont tous ces outils, la formation, l'information du collaborateur, c'est-à-dire, par exemple, dire le système de l'entreprise, il est plus fait pour fliquer les individus et voir ceux qui Hmm. tirent au flanc. Non, il est réorienté, il est fait pour informer les individus, pour les aider à prendre les bonnes décisions, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le manager ou le chef d'entreprise vont devenir des... Alors, j'aime pas ce mot parce qu'il est très large, mais finalement, j'en ai pas trouvé d'autres, ils vont devenir des coachs de leurs Ouais, ouais. collaborateurs. Toute l'énergie de l'entreprise et de ses managers, de son niveau de manager intermédiaire, ça va être de faire en sorte que les collaborateurs deviennent meilleurs. C'est ça un coach. Un coach, c'est pas forcément un formateur, c'est quelqu'un qui a dans euh, dans ses intentions pour toi de te transformer en quelqu'un de meilleur. Et moi, je pense que si on réussit, et donc ça veut dire la délégation, et donc ça veut dire vous devenez, c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vous qui créez vos propres processus, c'est vous qui... Et je peux te dire que quand tu atteins ce niveau-là d'antifragilité, eh bien ton rôle de chef d'entreprise ou de manager, c'est quoi? C'est de constater à quel point tes collaborateurs sont bons et sont meilleurs que toi. Et c'est ce que j'appelle faire de nos collaborateurs des héros. À partir du moment où ce n'est plus toi le héros de l'entreprise et que ça devient ton collaborateur, eh ben, tu es à la tête d'une équipe de héros, c'est-à-dire d'êtres humains en pleine possession de tous leurs moyens pour mener ton entreprise vers la meilleure direction possible. Et du coup, tu as moins besoin d'une vision, parce que tu n'as plus besoin de dire non, mais la grande vérité, c'est ça, parce qu'en fait, la vérité, elle est chez eux. Tu as moins besoin de planification, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils sont capables de réagir en système auto-adaptable. Un système auto-adaptable, c'est un truc, il y a un trou, il tourne autour. Je résume, c'est quand même pas. Mais en fait, c'est ça. Plutôt qu'il y ait Hmm. quelqu'un ailleurs qui dise bah non, mais là, tu es devant dans un trou, Ouais, il ouais. faut que tu tournes. Tu vois. Et ben là, en fait, tout ce qu'on a dit sur l'antifragilité devient possible. Alors évidemment, ça veut dire plein d'autres choses au niveau de la structure de l'entreprise. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut accepter, oui, de former un collaborateur qui devienne très bon et peut-être qu'il ne reste pas dans l'entreprise. Mais c'est pas grave. Et puis comme tu le dis, Que ça dans ton nécessite, de ce que j'entends, de ce que tu dis, si je comprends bien, ça nécessite quand même d'accepter un temps assez long et une vision long terme. Parce que tout ce que tu es en train de me décrire, c'est un changement de paradigme tel pour beaucoup d'entreprises et de managers que le temps quand même de le mettre en place, de créer la confiance, former les collaborateurs via le feedback suffisamment longtemps pour qu'ils deviennent bons, parce que ça se peut quand même pas du jour au lendemain. Voilà, faut quand même... c'est un changement de mentalité, quoi. C'est avant tout un changement qui vient. Ce changement-là de mentalité, il vient d'en haut, c'est clair. Ouais. Par contre, pour l'avoir fait souvent et expérimenté, c'est pas parce que tu es au stade 3 de ce que je viens de dire que en mettant le stade 1 qui est la confiance, tu vas pas voir tout de suite des choses s'améliorer. Ouais, ouais. Oui, t'es C'est pas... dès le début, il y a l'antifragilité. quand même un, il y a quand même un bénéfice, quoi.
Tu n'es pas obligé de te Absolument. dire je m'en prends pour 3 ans avant que ça commence à avoir des Non, non, résultats. non, parce que à partir du moment où en fait tu as un système, c'est-à-dire tu as une espèce de route qui est tracée, qui dit c'est d'abord la confiance, puis après c'est la culture, puis après c'est l'antifragilité, ou bien c'est d'abord le 1 à 1, puis après c'est le feedback, puis après le coaching, tu peux mesurer ta progression. Et Hmm, je dirais que au plus tôt tu démarres, même en te plantant un petit peu au début, de toute façon, le faire de cette manière, c'est antifragile, encore une fois. Tu mets exactement. ton truc en route, et puis tu dis, bah tiens, c'est bizarre, ça marche pas. Donc tu dis, bah tiens, c'est bizarre, pourquoi ça marche pas, je raisonne, je m'adapte, etc. Et tu crées ton système. Ce qui est important, c'est d'avoir ce système, et que ce soit pas un système fermé, c'est-à-dire un truc qui dit, non, non, mais moi, c'est un organigramme, c'est comme ça, Hmm, tout est planifié. Ça ne marche plus, c'est hmm. fini, ça. Pour moi, c'est Est-ce que ça a absolument... vraiment déjà marché, franchement, en vérité? Ah, bah oui, parce qu'on a tordu tellement, je dirais, le réel pour se satisfaire. Et voilà, moi, quand j'entends. Moi, je ne suis pas spécialement écolo, hein, mais je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a quand même des gros parallèles entre ce que moi je suis en train de ressentir au niveau de l'entreprise, où on a beaucoup détruit pour pouvoir faire de la croissance et faire des trucs soi-disant solides qui finalement sont pas si solides que ça, et puis ce qu'on entend sur l'écologie à Hmm. côté. Il y a vraiment des parallèles intéressants. Il y a un truc, par exemple, que j'entendais qui était Puis pas assez que sur intéressant. l'écologie, sur la santé, enfin sur plein de Oui, oui. choses. Hmm. Bah, tu sais, un truc marrant, j'ai appris ça en écoutant un chercheur en sciences de la vie. Quelle est la température du corps à laquelle on est le plus efficace? Et je crois, alors à quelques degrés près, tu sais, notre corps, c'est 37,2. Hmm. Pour qu'on soit de manière stable, c'est 37,2. Mais en fait, on est plus efficace pour lutter contre les maladies, etc., quand on est à 39 de D'accord. température. Et donc, ça veut dire que notre corps, il est performant dans des hautes températures. Sauf que si tu laisses dans des hautes températures, il t'arrive une catastrophe. Et bien, l'hyper-performance, c'est ça. C'est dire, non, mais on veut que les gens ils soient toujours à À 39, 39, 40 de quoi. température, parce qu'on a mesuré que c'est ce qui marchait le mieux. Donc, on va les monter à ça. Sauf qu'en fait, on les détruit. Et donc, la question, c'est non, comment on peut construire de l'antifragilité plutôt que de la robustesse. On en revient toujours au même truc. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plus forcément du progrès, de la performance, toujours plus de performance. Aujourd'hui, ce qu'on veut, et je dirais que c'est là maintenant, je pense qu'on est vraiment au niveau 4, s'il fallait dire un niveau 4, c'est j'ai décidé que mon entreprise, aujourd'hui, ce qui était important, ça n'était plus le résultat, le bottom line tous les ans, c'est la pérennité, c'est-à-dire la vraie valeur de mon entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui sera encore là demain? Et pour qu'elle soit encore là demain, il faut qu'elle soit antifragile, il faut Alors, qu'il y ait de la... c'est Et intéressant que donc, tu dis ça, Cédric, je me permets de t'attendre, parce que ça n'est pas, je pense, l'état d'esprit de beaucoup de gens qui lancent leur non, entreprise, qui ne cherchent pas, en fait, la pérennité dans leur entreprise. Et je pense que c'est l'une des conséquences, d'ailleurs, c'est que l'objectif n'est pas le bon. Enfin, c'est pas que c'est pas le bon, mais en tout cas, ce n'est pas le même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on arrive à cette suroptimisation et cette pression. C'est qu'en fait, si jamais tu t'en fous que ton entreprise soit pérennisée, tu as juste envie de la vendre et en fait de passer la patate chaude, bah en fait, tu t'en alors, fiches un peu. Tu moi vois, mais du alors, coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est révélateur en fait d'un système qui a probablement eu plus d'impact qu'on ne croit moi, sur le management. mon pari, c'est que les entreprises que tu viens de décrire, c'est celles qui vont être de plus en plus difficiles à vendre, justement. Parce que je pense que les gens qui achètent des entreprises, de plus en plus, ce qu'ils vont demander, c'est plus de la pérennité que de la performance immédiate. Et donc, Écoute, ils Dieu vont t'entende. regarder. Hein, ah, mais moi, c'est sûr. Alors, tu sais que moi, j'ai plusieurs entreprises. J'en ai racheté une il n'y a pas très longtemps, en début d'année. J'ai pas, évidemment que j'ai regardé sa rentabilité. Et d'ailleurs, j'ai regardé depuis combien de temps elle était rentable, parce que c'est un critère. Quand elle est rentable depuis longtemps, il y a des chances qu'elle reste rentable longtemps. Donc l'âge d'une entreprise, elle augure quand même très souvent. C'est un autre concept de Nassim Taleb qui s'appelle l'effet Lindy. Quelque chose qui existe depuis longtemps a beaucoup de chances d'exister plus longtemps par la suite, sauf les êtres humains. Mais voilà, quelque chose, une pensée, où tu vois, aujourd'hui on ressort beaucoup tout ce qui est stoïcisme, etc. Ça existe depuis très longtemps. Hmm. Et donc, c'est pas tellement étonnant que ce soit toujours dans notre société. C'est forcément que c'est quelque chose qui a de la valeur. Moi, je pense que ça marche aussi pour une entreprise. Donc déjà, quand je veux racheter une entreprise, je me dis, ça fait combien de temps qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe depuis longtemps? C'est un des critères, hein. Après, est-ce qu'elle est rentable depuis longtemps? Et puis après, c'est,
Et est-ce que les gens dans cette entreprise, ils sont au bout du rouleau? Est-ce que quand je vais l'acheter, ils vont tous se sauver en courant? Est-ce qu'ils vont rester? Est-ce que les clients dans cette entreprise, ils sont fidélisés, oui ou non? Etc., etc., etc. Aujourd'hui, la rentabilité, c'est un des critères, mais je pense que la pérennité, l'antifragilité, l'actif que représente le management, etc., ça a plus de valeur, parce que c'est ça qui fera que la rentabilité va continuer. Non, mais je Donc suis d'accord avec toi. attention à Je pas se tromper de calcul. faisais allusion plutôt au monde des startups où je pense que ces critères ne sont pas les critères de sélection de la vente d'une entreprise. Bon, tu as compris que Malheureusement. la start-up, moi je m'adresse... N'est pas antifragile. Ben, en fait, il y a plusieurs manières, hein. Moi j'ai déjà Ouais. eu... Il y en a des antifragiles certainement, mais Ouais, pas ouais, et toutes en puis tout je suis cas. déjà intervenu aussi, tu vois, auprès de créateurs d'entreprises qui vont plutôt dire non, mais moi je crée mon entreprise, puis après je la vends, etc. Sauf que si tu n'as pas bien en tête déjà le modèle de ton entreprise au moment où tu la crées, C'est pas c'est évident. quoi le taux de survie des startups? Je veux dire, Il est faible. bah oui, c'est le plus faible. Donc, Écoute Cédric, on pourrait continuer la discussion pendant des heures parce que franchement c'est passionnant et ça n'est pas pour rien que c'est la 3e fois que tu es sur le podcast. Je te remercie 1000 fois d'avoir partagé tout ce que tu as apporté comme valeur là à l'audience et puis surtout comme concept, je pense assez neuf pour beaucoup de monde. Alors justement, je crois savoir que si jamais les auditeurs du podcast sont intéressés et ont envie d'en savoir plus, ils peuvent le faire. Tu as quelque chose à nous dire là-dessus? oui, parce qu'en fait, sur un tas de sujets, plutôt au départ, quand j'ai créé mes concepts sur l'allemand, j'ai écrit des bouquins qui sont en téléchargement sur le site. Mais là, ce que je fais depuis un moment, c'est que je crée des séries de mails. Donc en fait, ce que je vous Comme une propose, newsletter un peu quoi en fait. oui, oui, comme une newsletter, mais en fait qui dure, alors sur l'antifragilité, je pense qu'il y a 9 mails, et en fait où je vais rentrer plus dans le détail sur chacun des concepts et surtout sur la mise en œuvre des concepts. Donc ce que je te donnerai, c'est un lien qui permet de Ok. s'inscrire à cette série de mails et on reverra les modèles mentaux, peut-être en allant plus dans le détail que ce que je l'ai fait ici, et surtout comment commencer sur la voie de l'antifragilité en ayant quand même de perspectives et sans se perdre en cours de route. Et puis, dans cette série de mails, évidemment, je propose aussi 2 formations plus orientées management pour aller plus loin. Mais la série de mails en elle-même, elle est gratuite et ça vous permet d'éviter de prendre des notes et puis un petit peu de rafraîchir les concepts qu'on a vus ensemble. Donc, il suffit de cliquer sur le lien, de donner un Donc c'est mail. sur le site outils du manager et moi je mettrai le lien en tout cas dans les notes de l'épisode. Ouais, ça Je ira leur sur dirai une aussi en page. intro. Ok, top, super. Cédric, merci 1000 fois pour ton temps. Merci pour tous ces concepts extrêmement intéressants. Je vous invite bien sûr, messieurs, dames, à aller vous inscrire donc à cette série de mails de Cédric parce que je suis sûre que ça sera passionnant. Et évidemment, si vous êtes encore plus intéressés, à consulter le livre de Nassim Nicolas Taleb qui est un sacré morceau mais qui vaut vraiment la peine. Cédric, Super. merci vraiment pour ton temps.